Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Bienvenue dans cette émission Questions directes. Nous allons, comme d'habitude, y aller par des questions directes. Ça sera pour ma deuxième fois de le recevoir. La toute première fois, c'était l'année passée, toujours sur ce plateau. Il s'agit du pasteur, professeur Lunkunku. Il nous vient de la Belgique, congolais de son état, mais vivant là, à l'étranger. Il revient dans son pays de toujours pour parler leadership, pour parler bonne gouvernance. Il nous revient et nous avons saisi cette occasion pour le recevoir afin de nous parler de ce travail qui va, n'est-ce pas, abattre ici à Lubumbashi avec cette bonne complicité entre l'ONG Détégra et la reine. Bienvenue à tous, 30 minutes durant. Nous allons procéder par des questions tout à fait directes pour votre édification. Pasteur professeur Lunkunku Ghislain, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir à nouveau. Merci bien. Vous parlez toujours de leadership. C'est dans ce partenariat, dans ce mariage, nous pouvons dire qu'il est désormais scellé. Absolument entre scellé. ONG Détégra et AREN. En tout cas, c'est une alliance qui aide notre organisation profondément, et je crois que nous sommes aussi une réponse aussi à leurs attentes. Et nous nous réjouissons beaucoup, moi et les équipes qui viennent avec moi. Alors c'est quoi le bénéfice? Parce qu'on vous fait venir pour aider les Congolais, vos frères ici localement, au travers des efforts de l'honorable Daniel Ngoy. Vous arrivez ici, vous allez travailler bénévolement, un enseignement gratuit que vous allez donner aux gens sur le leadership, sur la bonne gouvernance. Mais au retour, vous gagnez quoi? Et vous et votre partenaire? Ça, c'est une très très bonne question. Et d'abord, nous sommes ensemble parce que il s'est fait que, heureusement, le but de notre organisation entre en résonance parfaite avec le but de leur organisation. Vous savez qu'ils sont très, très axés sur les services rendus au peuple, les services rendus aux humains. Et notre organisation, tout justement, est orientée vers l'humain. Alors, c'est, au fait, en ce qui me concerne, le fruit d'un cheminement personnel. Et je crois que tout leadership est conséquence d'un cheminement personnel, parce qu'il y a une psychologie du leadership qui pèse beaucoup sur une organisation ou sur une entreprise. Et c'est d'ailleurs cette partie informelle, intangible, intérieure, cachée, qui détermine à la fois l'entreprise et les effets de l'entreprise dans son environnement direct. Et donc, si on ne tient pas compte des pathologies qui sont naturelles, parce que nous cheminons au travers de l'histoire, nous pouvons développer des pathologies qui pèsent sur la vie d'un leader et par conséquent qui pèsent sur son action. Donc, en ce qui me concerne, il y a un cheminement personnel, un malaise en tant que conférencier de quelques décennies déjà. J'ai appris de mon histoire que la manière dont on fait l'entreprise, une entreprise qui n'est orientée que vers le profit maximal, la performance, l'argent et les succès, et voire même le pouvoir et la gloire, est une grosse erreur que nous avons héritée de notre capitalisme traditionnel. On a légué la bienfaisance à l'humanité aux seules organisations philanthropiques ou aux associations qui frontalement s'attachent au social. Mais c'est une grosse erreur, parce que l'entreprise dans sa nature est destinée à faire du bien à l'humain. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période tellement perturbée par plusieurs turbulences, globalement, dans le monde entier. Nous voyons les effets de notre capitalisme ambiant sur notre climat, sur l'équilibre écologique, et même nos animaux en souffrent beaucoup. Nous avons
permis la disparition de plusieurs espèces parce que notre façon de faire l'entreprise, remorquée au gain maximal, à l'argent, à la finance, a entraîné malheureusement ce que je disais l'an passé ici, des gros problèmes d'inégalité sociale et des gros problèmes aussi de la perturbation de l'environnement. Et les attentes de nos populations n'entrent plus du tout en résonance avec le leadership tel qu'on l'a fait. On ne veut plus les leaders qui respirent l'aptitude au bénéfice. On attend des leaders qui ont la propension à épanouir les humains et qui utilisent leur entreprise pour faire du bien à la communauté. Et de ce fait, nous sommes très en résonance avec l'ONG Tegra. Alors, j'aimerais d'abord savoir d'emblée, y a-t-il une différence entre un leader et un manager? Il y a une différence entre les deux? Quelqu'un qui manage ou un autre qu'on appelle leader, ou c'est la même chose? C'est la même chose dans le sens où ils instillent l'action. Ça veut dire ils font cheminer les gens, ils font faire aux autres. Dans ce sens-là, tous ils sont les mêmes. Mais par contre, il y a le leadership qui concerne la direction. Elle porte sur la justesse de ce qu'on doit faire. Donc les leaders qui dirigent est tourné vers l'action juste. Le manager, lui, il est tourné vers l'accomplissement correct. Ok. Oui. Voilà la différence qui existe entre les deux. C'est ça la différence qui existe entre les deux. Ça veut dire le directeur, hein, le leader qui agit dans la dimension de la direction, il agit pour que les choses que l'on fait soient les choses qu'il faut faire. Ok. Le manager, lui, il agit pour que les choses qu'il faut faire soient faites correctement. Exact. C'est ça, en simple, la différence entre les deux. Alors, le problème, vous nous avez dit, je ne sais pas si vous allez également le dire cette fois-ci, c'est le capitalisme, le fait d'avoir beaucoup plus de richesses, voulais-je dire, ça crée des inégalités, c'est ce qui crée encore des problèmes sur cette terre des humains. Mais quand on travaille, c'est pour gagner plus. Exact. Nous travaillons pour gagner davantage. C'est à la sueur de nos francs que nous allons manger. Nous suons doublement, il faut que nous mangions également doublement. Alors, comment nous refuser, pendant que nous travaillons fort, mais nos richesses à nous, que nous les partageons avec les autres qui n'ont fourni aucun effort? C'est tout simplement parce qu'en chacun de nous, il y a toujours le besoin d'aider quelqu'un. Et cette tendance à aider quelqu'un qui est tout à fait humaine, c'est ça qui définit l'entreprise même. L'entreprise n'est pas tournée vers la création de l'argent, mais vers la création du service. Et ça, c'est l'humain normal, l'individu. C'est l'individu normal. Mais quand je crée une société, c'est pour faire des bénéfices. C'est pour faire du bénéfice. C'est dans l'angle mort de cette tendance, il y a une détermination capitalistique. Le capitalisme nous a, hélas, programmés de cette manière-là. Que tout ce que nous faisons doit viser d'abord l'argent et peut-être aider les gens par ricochet, en conséquence. Okay. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a quelque chose de complètement immoral. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous mettons au-dessus de l'humain, que nous devons poursuivre, et l'humain peut en bénéficier un peu, ou même pas, ou même on peut écraser l'humain pour arriver aux objectifs qu'on vise, qui ne concerneraient que la finance, et où amasser des richesses. Quand nous regardons notre monde tel qu'il fonctionne, vous savez que, je le disais l'an passé, 100 familles seulement dans le monde possèdent la moitié des richesses de la planète. Ça veut dire que tout le reste se partage l'autre moitié des richesses. On peut dire que du point de vue du droit, c'est correct, mais du point de vue de la morale, il y a quelque chose de complètement néfaste. Okay. C'est
Et aussi, la deuxième chose que le capitalisme nous a légué depuis des décennies, c'est le fait qu'on ne peut gagner l'argent qu'en poursuivant l'argent. Alors que tout montre, les nouvelles entreprises qui comprennent que les choses sont en train de changer, on est dans la période post-croissance. On ne peut plus penser la vie en termes de la croissance tout le temps. Il faut accroître les richesses. Parce que le capitalisme, au moment où il a commencé à séduire, on pensait que la planète avait des ressources illimitées. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on épuise les sous-sols, on détériore les sols, on abîme l'atmosphère, oui. Et puis on se rend compte que notre provision est limitée et que nous pouvons consommer gravement la planète au point de sacrifier les autres générations. Et que c'est immoral de continuer à penser l'entreprise en termes de la croissance de la manière dont on l'a fait. Je pense que plusieurs pensent comme ça et ils expérimentent beaucoup de bénéfices financiers en faisant l'entreprise qui ne poursuit pas l'argent. On met l'humain au centre et en conséquence, on crée de la richesse. Okay. Parce que de toute façon, en mettant l'humain au centre, on gagne sa confiance. Quand on gagne sa confiance, tout naturellement, l'humain investit dans ce qu'on fait. Et de ce fait, on crée de la richesse sans l'avoir poursuivi en amont. Donc, ce que nous faisons, c'est pourquoi je viens dans mon pays, c'est aider, motiver mon peuple à envisager l'entreprise différemment. Okay. Je ne suis pas en train... Il ne s'agit pas de philanthropie. Il s'agit tout simplement de faire barre toute à 100%, faire du bien aux humains, et tout en créant des richesses. Il y a beaucoup d'entreprises de par le monde qui fonctionnent désormais sur ce modèle et ils sont surpris de combien ils gagnent la confiance, la fidélisation des gens à 100%. Les gens qui louent ce qu'ils louent chez eux ou ils s'abonnent à vie parce qu'ils se sentent aimés, ils ne se sentent pas être des rouages du fonctionnement de l'entreprise, mais plutôt le but pour lesquels l'entreprise existe. Si je vous fais du bien, c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons ces conférences gratuitement. Okay. Parce que nous avons appris qu'en les faisant gratuitement, nous ne sommes pas perdants. Okay. Nous avons beaucoup de retours sans les viser frontalement, des retours financiers. Merci bien. Alors, je prends un cas sous examen. Nous sommes, l'actualité oblige, nous sommes aujourd'hui agressés par le Rwanda. C'est à cause de nos minéraux. C'est encore une fois à cause de la prédation capitalistique. À cause de nos minéraux. Alors, dites-nous, c'est parce que nous voulons tout avoir. Bon, ces richesses du sous-sol nous appartiennent, nous Congolais, c'est Dieu qui nous les a données. Exact. C'est parce que nous ne savons pas partager avec le Rwanda que ce pays vient maintenant nous agresser pour avoir ces minéraux de sang. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous sommes en erreur, il y a eu des problèmes où il faut changer notre façon de voir les choses pour que nous restions peut-être en paix avec ce pays voisin. Si je t'ai frappé parce que tu n'as pas partagé le morceau de gâteau que tu as, ce serait immoral. Je ne peux pas me permettre de frapper quelqu'un parce qu'il ne m'a pas partagé ce qu'il a. Il n'y a pas de raison d'agir de cette manière-là. Mais évidemment, le devoir de partager, c'est un devoir que nous avons en tant que Congolais, parce que notre pays, au fait, c'est un pays qui ne peut pas vivre pour la seule autoconsommation de nos richesses. Nos richesses concernent le monde entier. Nos richesses créeront toujours de la prédation. Okay. Inévitablement, parce que le Congo est l'avenir de notre planète à beaucoup d'égards. Vous savez que le cobalt que nous avons constitue désormais le pétrole du monde entier, à cause du fait qu'on a tendance à aller plus et davantage vers la voiture électrique. Alors toutes les industries automobiles actuelles dépendent de ce cobalt. Nous avons la plus grosse quantité du cobalt du monde entier. Nous avons la meilleure qualité du cobalt dans ces pays, rien que parlant de ces minéraux-là.
Nous, on ne peut pas, en tant que Congolais, vivre pour nous-mêmes. Et nous savons que ça va de soi que toute l'Afrique attend que le Congo se relève pour que l'économie africaine bascule. Donc, je ne pense pas d'ailleurs que naturellement le peuple congolais est un égoïste. Il suffit que les leaders jouent suffisamment leur rôle pour motiver un fonds gentil chez les Congolais pour qu'on partage sans problème. Le Congo a toujours accueilli les Rwandais dont on parle. Moi, j'ai grandi avec des Rwandais. On n'a jamais senti qu'ils étaient étrangers dans le pays. Le Congolais est un homme accueillant. Et d'ailleurs, beaucoup de Congolais travaillent chez les étrangers, sans même se rebeller. Alors, cette idée capitaliste, entre guillemets, que nous avons, vient d'où? Et nous savons que le Rwanda, de là où vous venez, en Belgique, où vous vivez, ce sont eux les grands capitalistes. Ils veulent tout avoir de notre pays via le Rwanda. Est-ce que vous commencez à leur donner ces enseignements à partir de la Belgique, par exemple, avant de nous revenir ici pour parler entre frères, ou là-bas, vous prenez un peu de recul ou de la distance? En tout cas, à tous les publics auxquels nous avons accès, nous donnons les mêmes messages. Les Congolais n'ont pas le droit d'être victime du fait d'être sur un sol riche. Parce que le Créateur ne fait pas d'erreur. S'il a placé un peuple comme les Congolais sur un sol aussi riche, c'est parce qu'il lui a fait confiance. Et ce qu'ils sont de dire ici, c'est un fait que le Congolais est connu pour être un peuple pacifique. Parce que je crois que Dieu n'a pas donné ses richesses à un peuple méchant. Mais ce qui se passe à l'Est, c'est plutôt l'apogée de la prédation. Et le mot prédation vient du mot butin. Ok. En grec, et plutôt en latin. La prédation dont nous parlons est le fait du capitalisme. Donc on pense le monde uniquement en profit, en bénéfice, en argent, en valeur financière. Alors de ce fait, les humains, leur sang ne valent plus grand-chose. Et ce que nous vivons actuellement sur la terre entière nous montre que les populations veulent des leaders qui ont un nouvel esprit. L'esprit de produire plus de services que de viser frontalement les bénéfices. Parce qu'on découvre qu'au fait, il y a une forme de mystique de la richesse quand l'on fait le bien. Et ceux qui découvrent ça, curieusement, ce ne sont pas des chrétiens, voire des croyants. Ils découvrent tout simplement que lorsque on vise donner, faire du bien aux humains, commençant par les personnels, les employés de son organisation, les acteurs de son organisation. Quand on les met au centre, on recherche à ce qu'ils réalisent leurs rêves dans la vie, qu'ils s'épanouissent. On se rend compte que ce genre de sociétés, d'entreprises, d'organisations drainent beaucoup d'argent. Et on s'étonne comment est-ce que, économiquement, mathématiquement, on n'arrive pas à expliquer ça. Ce qui fait que nous nous rendons compte, en étudiant ce domaine, qu'il y a une forme de mystère, de mystique de l'enrichissement que l'humain n'a pas beaucoup exploré parce qu'il était poussé dans la vision très capitaliste de l'enrichissement. Donc ce que nous enseignons, ce n'est pas la pauvreté ou l'appauvrissement, parce que nous ne sommes pas occupés à nous adresser aux seules organisations sociales. Nous nous adressons aux entreprises de toutes les sortes. Même les banques qui fonctionnent dans le domaine des chiffres peuvent fonctionner à 100% en visant les biens des humains sans devoir s'appauvrir. Et d'ailleurs, en se permettant la surprise, qu'il y a lieu de s'enrichir en utilisant l'humain comme le but. Alors 520 leaders et entrepreneurs sont attendus à cette conférence. Vous allez pomper cette matière, c'est autour du thème « Construire le succès d'une entreprise au service du bien commun, les stratégies gagnantes ». C'est-à-dire, comme venu de le dire, c'est en donnant que nous allons également bénéficier en retour. Oui, ça en tout cas, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre univers. Que celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit.
Et je crois que les Congolais, dans notre culture, dans l'angle mort de notre culture, on a développé une telle dépendance, malheureusement, qui nous donne de plus en plus un mauvais rapport au don. Mais celui qui donne, il est toujours le supérieur de celui qui reçoit. Donc je crois que nous allons traiter de cette matière, mais cette fois-ci, nous allons toucher quand même aux stratégies dont il est question là. Ça veut dire la mise en œuvre de telles entreprises. Comment mettre en œuvre une entreprise qui met l'humain avant et le business ensuite. Ça veut dire les opérations stratégiques pour réussir son entreprise. Ce n'est pas l'inverse. Parce que je dois mettre des stratégies pour faire des bénéfices afin que je m'occupe par la suite de mon personnel. C'était l'erreur qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Comment ça? L'entreprise actuelle maintenant met l'humain avant. Ça signifie, en tant que leader, j'ai réfléchi en termes de qu'est-ce que je vais faire comme bien aux humains. Ça, je mets ça avant. Et puis maintenant, je mets le business de réussir mon entreprise après. Autrement dit, on met d'abord la valeur, le sens avant le business. Et puis, la finance après. Ok. Et c'est donc un renversement total de la façon de faire. Et nous nous inspirons de plusieurs entreprises qui réussissent sur ces modèles depuis quelque temps. Et c'est complètement nouveau sur le globe, mais on se rend compte qu'au fait, on avait fait fausse route parce qu'on a été tous enfants du capitalisme tel qu'il a fonctionné. Ça n'a rien à voir avec le communisme. Personnellement, je déteste le communisme. Je n'aurais jamais voulu vivre dans le système communiste parce que le communisme est pire. Parce que le communisme, c'est s'approprier des richesses de tout le monde et ne les mettre qu'au bénéfice d'un petit groupe. Et les autres deviennent une sorte de vassaux de ce petit groupe-là. Le capitalisme, au moins, il permet à chacun de réussir s'il a du courage, il a des idées, et s'il pose des actions correctes. Pouvons-nous savoir quelle stratégie gagnante peut-être l'avant-goût avant que la matière ne soit donnée? Quelques stratégies. Par exemple, le leader lui-même, c'est la première stratégie d'une organisation. Ce genre d'entreprise dont je parle, sa principale stratégie, c'est la santé mentale et la santé morale du leader lui-même. Okay. Je ne peux pas être le leader d'une telle organisation si je ne fais pas un travail sur moi-même. Mais il s'est fait, comme je le disais au début de notre émission, que ce qui se passe dans les leaders, la partie cachée là, c'est ça le secret d'une entreprise. Ça fait les 90%, les 85% de la réussite d'une entreprise. La santé mentale et la santé morale du leader. Donc c'est lui la première stratégie. Et deuxièmement, il y a la manière dont on orchestre les domaines relationnels dans l'entreprise. Okay. Si les gens se sentent en famille, ils sont prêts à mourir pour cette famille-là. Beaucoup de gens, dans le système capitaliste tel qu'on l'a vécu, ils viennent au travail non pour faire prospérer l'entreprise. Ils viennent au travail pour leur salaire parce qu'ils ne se sentent pas, ils ne sentent pas que leur vie est concernée là-dedans. Okay. Or, la nouvelle façon de faire, c'est agir de manière à ce que les membres d'une organisation sentent cette organisation comme leur famille. À ce moment-là, ils ne travaillent pas seulement à cause des sanctions, ni à cause des promotions financières qu'ils reçoivent. Ils donnent le meilleur de leur vie parce qu'ils se sentent accomplir dans cette entreprise-là. Et d'ailleurs, c'est une des clés pour la résilience qu'imposent les turbulences actuelles. Okay. Pour que les sociétés traînent fortement, un des secrets maintenant, c'est que les acteurs, les membres d'une organisation, les travailleurs dans une entreprise se sentent concernés par cette entreprise-là, parce que cette entreprise entre en résonance avec leurs propres rêves en tant qu'humains. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que les clients, quand ils se sentent aimés, ils s'abonnent, ils se fidélisent. Les gens deviennent tout naturellement,
favorables à ces sortes d'entreprises et ils investissent tout librement. Vous savez que ce qui fait qu'on investisse librement dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord son authenticité. Ok. Quand les gens sentent que cette affaire est authentique, ils ne se sentent pas bernés, ils ne se sentent pas trompés, ils sont prêts à investir. Moi, personnellement, je travaille sur ce modèle-là. Les gens qui suivent avec moi, mon travail, mon chantier, depuis des années, j'ai compris très vite que je vais travailler sur l'authenticité de ma propre personne. Que les gens qui vivent avec moi me suivent non parce qu'il y a des règles fondées sur les carottes et les bâtons. Tu fais bien, on te donne un peu une promotion, tu fais mal, on te sanctionne. Et quand les gens suivent comme ça, il y a un côté immoral qui se développe. Ils deviennent hypocrites. Ils font quand on les regarde. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent donner le meilleur quand ils ne sont pas surveillés, ils ne sont pas contrôlés. Oui. C'est lorsqu'ils sentent que leur vie est en rapport, et leur avenir dépend aussi, et même leur épanouissement en tant que personne dépend de ce qu'ils font. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui va porter beaucoup de fruits et surtout qui va répondre aux attentes de nos populations qui ont été très meurtries par diverses turbulences. Très bien. Alors nous sommes également dans l'Église. Vous êtes pasteur parce que vous parlez beaucoup plus des chefs d'entreprise. Ils sont quand même aussi leaders. Est-ce qu'ils sont aussi concernés par ce leadership, par cette façon de faire les choses? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on y va. On dirait la dîme, on pousse les gens à donner de l'argent, on sent que les pasteurs aussi deviennent capitalistes. Si l'humain ne se sent vraiment pas concerné dans la chose, on ne me visite pas, on ne vient pas en aparté me parler peut-être d'un certain soutien, une certaine consolation, mais une fois le dimanche où on veut écouter la parole de Dieu pour apaiser nos esprits, ce sont les enveloppes. Première enveloppe, soutien pour la construction du temple. Deuxième enveloppe, ça sera pour, je ne sais pas quel autre. Vous ne voyez-vous pas que les pasteurs aussi nous acculent? Sont-ils concernés aussi par ces stratégies que vous allez mises en place afin que ces choses soient un peu élaguées de nos églises? Ils sont absolument à la première ligne de front. Parce que c'est quoi le but d'un pasteur? C'est promouvoir les valeurs. Les valeurs qui rentrent vraiment en résonance avec les attentes du Créateur. Ce qui fait que par rapport à ce que j'ai dit ici, les pasteurs sont en première ligne de front, absolument. C'est eux qui doivent respirer cette authenticité. On ne peut pas tolérer la moindre dimension de l'odeur capitalistique dans un ministère pastoral. Ça n'a rien à voir avec le cœur de Jésus. L'évangile nous enseigne le renoncement comme le point de départ même de la vie chrétienne, sans nécessairement que je sois pasteur. Pour être chrétien, je renonce à mes propres intérêts parce que ça me permet de voir ce qu'il y a dans l'angle mort, l'autre, le prochain, que je ne peux pas voir tant que je regarde de manière égoïste à ma propre vie. Oui. Alors le pasteur, en premier lieu, en priorité, a le rôle tout justement de générer cette valeur au sein du peuple de Dieu, que nous ne vivons pas pour la poursuite. Un verset de l'Écriture, parce que vous entrez dans les questions théologiques, un verset de l'Écriture. Parce que pasteur, vous l'êtes également. Je le suis aussi, oui. Bien sûr. C'est ma vocation première de guider les gens sur le droit chemin. Mais évidemment, j'ai fait aussi cette pastorale de l'entrepreneuriat. Okay. De par les compétences que le Seigneur a voulu me donner. Je crois que l'Église aujourd'hui, dans notre pays et partout ailleurs, doit voir les choses dans un autre sens. Je travaille là-dessus. Les gens qui me suivent, ils le savent. Ils savent que ils ne comprennent même pas où est-ce que nous puisons l'argent, où est-ce que nous trouvons l'argent pour faire les choses que nous faisons. J'ai tout simplement appris en pratique que si on sert les justes causes, l'argent existe pour les justes causes. Et l'argent connaîtra toujours notre adresse quand nous sommes occupés à la juste cause. Et je crois que c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement de ce management qui
vertical, du top-down, où on dirige à partir du haut les autres, mais on a plutôt besoin d'un management qui évolue vers le coaching. On coach les hommes, on aide les hommes, on aide les humains. Et donc l'humain, c'est le central, c'est le centre plutôt de tout ce que nous sommes en train d'enseigner. La toute dernière question, il ne nous reste que deux minutes. Est-ce possible un pasteur d'église, également homme d'affaires? Quel message passe-t-il chez ses fidèles? Nous en connaissons sur la ville. Il y en a d'autres qui disent même que je suis 100% homme de Dieu, 100% homme d'affaires. C'est possible? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas ça qui fait que ce soit immoral. Possible peut-être en Belgique, même au Congo, c'est possible? C'est possible, ce n'est pas... On a eu peur, à un certain moment, de faire rentrer la richesse en conflit avec l'appel. Mais l'immoralité se trouve ailleurs. L'immoralité se trouve dans le fort intérieur de l'être humain. Parce que la richesse n'est pas immorale. C'est la manière de l'acquérir qui est immorale. Dieu lui-même est riche. Si la richesse était immorale, c'est Dieu lui-même qui serait devenu immoral. Parce que Dieu est très riche. Il est le propriétaire des galaxies. Lui-même, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc Dieu est très riche. Donc non, nous ne sommes pas en train d'enseigner qu'il faut être pauvre pour être saint. Mais ce que nous sommes en train d'enseigner, par contre, c'est qu'il ne faut pas poursuivre la richesse tout en allant dans l'éternité. Il faut plutôt poursuivre l'éternité tout en devenant riche. Ce n'est pas interdit. Tant que le pasteur qui fait les affaires, à 100% ce qu'il poursuit, c'est l'éternité. C'est le jour où je me tiendrai devant le Christ pour répondre de ma vie. Je ne vais pas avoir de reproches pour avoir aimé le monde et les choses qui passent. Si c'est l'éternité que je vise, tout en devenant riche, Dieu n'interdit pas ça. Mais si c'est la richesse que je poursuis, en espérant quand même aller dans l'éternité, je renverse l'échelle des valeurs. Voilà, ça sera votre parole de conclusion, une belle chute. C'est de la bonne matière que vous allez scintiller dans le chef des chefs d'entreprise d'ici le 29. C'est un grand travail avec les chefs d'entreprise et cela, vous avez dit, gratuitement. Exact. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie infiniment. Prenez rendez-vous, ne manquez surtout pas ces beaux enseignements nous donnés par le pasteur Guilain Lunkunku, Congolais de son état, je le disais en entrée de jeu. Il vit en Europe, en Belgique. Il revient ici pour parler de certaines réalités à ses frères. La richesse, il faut d'abord se concentrer sur l'humain avant de ne viser que les bénéfices. Évitons le capitalisme. Vous n'êtes pas également contre le communisme, vous venez de le dire. Je disais que le système communiste n'est pas celui de ma préférence. Le capitalisme est un bon système si on l'apprivoise. C'est bien. Il est le meilleur système comparé aux autres systèmes, à mon sens. Le seul problème du capitalisme, c'est le fait de ne poursuivre que les profits. Très bien. Et l'argent. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup.